Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le procès de Maxime Brunery, l'homme qui a tiré sur Jacques Chirac le 14 juillet 2002, s'est ouvert à Paris cet après-midi. L'accusé s'est lui-même présenté comme un raté. Je voulais faire quelque chose d'historique et de choquant, dit-il. Il risque la prison à perpétuité. Dénouement sans violence dans la Marne. L'adjudant qui s'était retranché dans un dépôt d'explosifs s'est rendu ce matin. Il a été placé en garde à vue. L'armée a promis de réexaminer son dossier. Une deuxième série d'attentats en 3 jours en Espagne. ETA a fait exploser des bombes dans 7 villes différentes. L'organisation avait averti, il n'y a donc que 5 blessés légers. C'est la première fois depuis le 11 mars que le pays est frappé avec cette ampleur. En France, le départ du premier ID TGV. Il a relié Paris à Marseille et à Toulon. Réservation uniquement par Internet. Prix d'appel très bas. Il s'agit de concurrencer les compagnies aériennes à bas coût. Un baptême sous les huées des syndicats qui s'inquiètent notamment pour l'emploi. Un règlement intérieur qui fait des vagues dans un lycée de Rodez. Le baiser est interdit dans la cour et dans les couloirs. Liberté des uns contre respect des autres et des bonnes manières. On verra que les avis sont très partagés. Enfin, le coup de sang de la star de la natation française, Laure Manodou, renonce au championnat d'Europe et menace de ne plus jamais nager pour la France. Elle estime avoir été dénigrée par sa fédération. Il est l'homme qui voulait tuer Jacques Chirac. Le procès de Maxime Brunery, 27 ans aujourd'hui, s'est donc ouvert à Paris. Il voulait marquer l'histoire, sortir de l'anonymat. Et c'est un accusé au regard bas, solitaire et suicidaire qui s'est présenté devant les jurés. Dominique Verdaillan, André Issora. Bien en évidence sur la vitrine des pièces à conviction, la carabine 22 long rifle achetée une semaine plus tôt. À l'arrière-plan, l'étui à guitare dans laquelle Maxime Brunery l'a transporté le 14 juillet 2002. Aujourd'hui, l'homme voudrait retomber le plus rapidement possible dans l'anonymat. Alors aucune image, aucune photo. Je suis un étudiant, dit-il simplement. Le visage est juvénile, la voix immature, le regard est baissé. Sans émotion, sans conviction, Maxime Brunery raconte le jour où il devait entrer dans l'histoire. Je voulais faire quelque chose d'inoubliable, dit-il. J'ai choisi Jacques Chirac parce que c'était une icône médiatique. C'est après que j'ai réalisé que c'était aussi un père de famille. Le président touché, je pensais que le défilé serait arrêté, que toutes les caméras seraient braquées sur moi. Une tentative d'assassinat que Maxime Brunery voulait prolonger par son suicide, comme le confirme l'un des témoins principaux de la scène. Je sauve la vie après, c'est ce que je suis par après à Chirac, et puis j'ai sauvé la vie à Brunery aussi, parce que Brunery voulait se suicider. Donc, je sauve la vie aux deux. Maxime Brunery ne s'aime pas et depuis longtemps. Pendant 1 heure, il se dévalorise. Ma personnalité n'est pas intéressante, dit-il. J'ai un mal-être persistant. J'avais raté ma vie, je ne voulais pas rater ma mort. Un être très fragile, beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude, beaucoup de non-dits dans la famille. Voilà, c'est ça, je crois. Quelqu'un de désemparé, pas de projet, rien de structuré. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas d'où il venait d'ailleurs. Une personnalité perturbée, complexe et pleine de contradictions, y compris dans ses opinions politiques. Aujourd'hui, il relativise son attirance pour les idées nationalistes, fini l'engagement militantiste d'hier. Aujourd'hui, sa version est tout autre. J'étais, dit-il, simplement à la recherche d'un milieu où j'aurais été accepté. Oui, les jurés vont donc tenter de comprendre cette dérive de Maxime Brunery. Les experts sont divisés sur sa santé mentale. Ils ont finalement estimé qu'il était bien responsable de ses actes. Gilles Marinet. L'ultra-droite dans la rue à Paris, comme tous les 1er mai. Dans le cortège en 2002, un jeune homme de 25 ans, Maxime Brunery. Il est étudiant en BTS de gestion. Issu de la classe moyenne, il vit dans la banlieue parisienne. Sa famille n'approuve pas ses opinions. Depuis 1993, en effet, le jeune homme fréquente des groupes néo-nazis. Après l'attentat, ses rares relations accepteront discrètement d'en témoigner. Il avait un visage très renfermé. Moi, je l'ai connu à une époque, il était boulot à zéro, habillé avec un bombers. Vraiment le parfait soldat, on va dire, entre guillemets. Et quand vous voyez ses fréquentations, je suis désolé. Moi, quand je sais reconnaître des gens qui sont bien ou pas bien, lui faisait partie du groupe pas bien, quoi. Maxime Brunery a une autre passion, le football. Parmi les supporters extrémistes du PSG, il peut concilier ballon rond, violence et politique. À la fin des années 90, c'est sa famille. Ici, il est au centre du groupe. La musique, enfin, mais pas n'importe laquelle. Le rock identitaire, nationalisme, racisme, appel à la violence, voilà pour les paroles. Le jeune homme était responsable d'une association distribuant des dizaines de CD produits en France et à l'étranger. Il participait à ce type de réunion.
Aujourd'hui, Maxime Brunery minimise son passé politique. Il plaide la dépression et la folie. Son parcours dans l'extrême droite aura néanmoins duré 10 ans. Le procès va se poursuivre toute cette semaine, verdict donc vendredi. Régis Le Tohic s'est finalement rendu sans violence. Régis Le Tohic, c'est cet adjudant de 47 ans retranché depuis vendredi soir dans un dépôt d'explosifs qu'il menaçait de faire sauter parce qu'il était désespéré par son prochain départ à la retraite. Après 24 heures de négociation, c'est son avocat qui l'a convaincu de renoncer. Le procureur a précisé que le bunker n'avait pas été piégé. Loïc Delamornay, Jacques Cardoz. Restez pas dans le secteur s'il vous plaît. C'est encore un périmètre de sécurité s'il vous plaît. Hein? Au petit matin, la zone est encore sous très haute surveillance. Pourtant, au même moment, l'adjudant Le Tohic dépose les armes. Il est 6h45 et il ouvre enfin la porte de son bunker et de ses 63 tonnes d'explosifs. Tout s'achève dans le calme. Peu de temps après, la cohorte des véhicules banalisés du GIGN quitte le site. Mission accomplie. Les négociateurs ont reçu l'aide de l'avocat de l'adjudant qui, par radio, a convaincu son client de se rendre. C'est quelqu'un qui avait souffert d'un grand sentiment d'injustice et qui à un moment donné a eu une surcharge psychologique. Pour Régis Le Tohic, 47 ans, célibataire et sans enfant, l'armée était une seconde famille. Sous-officier, il allait être atteint par la limite d'âge. C'est un militaire avec un grand M. Je crois que le fait qu'il va partir en retraite, je crois que c'est le souci qu'il a, quoi. Le grade d'officier aurait pu allonger cette limite d'âge, mais l'adjudant estimait ne pas être reconnu à sa juste valeur et multipliait les recours juridiques. Il est vrai qu'il a eu des problèmes avec sa hiérarchie. Il avait le sentiment que qu'il était un petit peu brimé. Mais le fait d'accéder au grade supérieur n'est pas quelque chose d'automatique. L'adjudant a été placé en garde à vue dans les locaux de sa caserne. Pendant ce temps, les 400 habitants évacués hier par mesure de précaution ont pu rentrer chez eux. Les gendarmes sont toujours à la recherche ce soir du pain d'explosifs égaré lors d'un exercice de détection à Roissy. Ce qui retient l'attention dans cette affaire, c'est que la charge n'avait pas été placée dans une valise appartenant à la gendarmerie, mais dans le bagage d'un particulier, d'un voyageur. Et il faut bien reconnaître que ce genre d'exercice était très peu connu jusque-là. Alors est-ce légal? Quels sont les textes? Éléments de réponse avec Aurélia Guillemin et Guillaume Fautra. L'objet recherché n'est pas plus grand qu'une barre chocolatée. Il serait toujours en ce moment dans la poche d'une valise bleue quelque part à l'étranger. Ce soir, ce sont les seuls indices dont disposent les gendarmes, toujours à la recherche de 150 grammes d'explosifs qu'ils ont volontairement dissimulés dans la valise d'un passager. Légal ou pas, l'objectif de l'exercice était d'entraîner les chiens à la détection d'explosifs en situation réelle, un usage en aucun cas prévu par la loi. J'aimerais bien juridiquement que l'on puisse nous dire en quoi il est possible pour un gendarme de mettre des explosifs dans le bagage de quelqu'un. C'est un secret de polichinelle que de faire croire qu'au sein même des services, on utilise des moyens qui sont parfaitement réguliers. Procédure exceptionnelle, précisent pourtant les gendarmes, qui ajoutent que ces pratiques n'auront plus jamais lieu. Mais des tests grandeur nature existent-ils avec d'autres substances illicites ? Si la police et la douane s'en défendent, certains ne se font guère d'illusions. À partir du moment où on met des processus aussi allégaux en place, que pourra-t-on mettre demain dans un sac? Des stupéfiants, de l'héroïne, de la cocaïne, du hashish, des armes de poing? Depuis la loi Perben 2, les particuliers sont certes soumis à de nouvelles règles. Mais ce que la loi autorise ne concerne que la grande criminalité. Pose de micros et de vidéos dans des appartements privés, perquisition de domicile à toute heure. Aucune de ces mesures ne peut échapper au contrôle strict d'un magistrat. Le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, parle à ce sujet d'initiatives condamnables et scandaleuses. Des sanctions seront prises, dit-il. Et puis à ce propos, sachez que le thème du premier débat de mots croisés ce soir sera consacré aux nouvelles méthodes de la police, à l'occasion notamment de la sortie du film 13 quai des Orfèvres, 36 quai des Orfèvres, mots croisés avec Arlette Chabot à partir de 22h40. À l'étranger, d'abord, cette série d'attentats sans gravité, mais très spectaculaires en Espagne. Jamais, depuis le choc du 11 mars, le pays n'avait été confronté à une offensive de cette ampleur. Des attentats signés ETA. Après les récents coups de filet, on pensait que l'organisation était moribonde. Apparemment, il n'en est rien. Maryse Burgot.
7 bombes, 7 villes et 7 explosions simultanées. Il est 13h30 ce midi en Espagne. Les 7 déflagrations de faible puissance vont endommager ici une cafétéria, là un restaurant, ailleurs un parking. Des explosions en série qui vont blesser légèrement 5 personnes dont une fillette de 7 ans. Les 7 villes concernées, d'Alicante à Santillana del Mar, forment un corridor remontant du sud vers le nord du pays. L'organisation séparatiste basque ETA avait averti de l'imminence des explosions. 2 correspondants anonymes avaient appelé par téléphone ce journal basque en donnant les villes et les cibles exactes. Les forces de l'ordre ont donc eu le temps d'évacuer tous les lieux souvent bondés en ce long week-end férié en Espagne. Vendredi soir déjà, l'explosion de 5 bombes dans 5 stations-service différentes autour de Madrid avait provoqué des embouteillages monstres. En novembre dernier, le porte-parole du bras politique d'ETA laissait pourtant entendre qu'il fallait renoncer à la lutte armée. Ce discours semble ce soir bien loin. En fait, ETA entend prouver que sa vitrine politique n'a aucune influence sur elle. ETA montre aussi que malgré les récentes arrestations, notamment celle de ces 2 Français dans les Pyrénées-Atlantiques, elle peut encore frapper. Par exemple, en montant des commandos suffisamment organisés pour coordonner des attaques ciblées. Alors en direct de Madrid, on retrouve notre envoyé spécial Philippe Visserias. Bonsoir Philippe, pas de blessés graves on l'a dit, mais une journée éprouvante car le souvenir du 11 mars est toujours très présent là-bas. Oui, c'est vrai que l'Espagne est encore sous le choc des attentats du 11 mars et les Espagnols ne veulent plus entendre parler de terrorisme, ne veulent plus entendre parler d'alerte à la bombe. Alors, il n'y a pas de psychose ce soir dans les rues de Madrid, vous voyez, il y a beaucoup de circulation, beaucoup de gens qui se promènent, mais on sent que la police est quand même très vigilante. Je vous parlais de cette onde de choc des attentats du 11 mars. On peut le voir aussi à travers les médias, la télévision, les journaux. On en parle beaucoup. Il y a une enquête parlementaire qui est en cours actuellement. La semaine dernière, José María Aznar, l'ancien chef du gouvernement, a dû venir s'expliquer sur ses responsabilités. Et tout ça crée un climat très particulier. Alors arrivent ces nouveaux attentats attribués à l'ETA. Et immédiatement, José Luis Zapatero, le chef du gouvernement, a réagi de manière très ferme. Pour lui, pas question de négocier avec l'ETA. La seule solution, c'est l'abandon de la lutte armée. Il a reçu d'ailleurs en cela le soutien du chef de l'opposition. On sent ce soir, David, ici à Madrid, que toute l'Espagne fait bloc pour ne pas céder à la panique, pour ne pas céder à la pression. Merci Philippe. En bref, encore à l'étranger, d'abord cette attaque contre le consulat américain à Jeddah en Arabie Saoudite, opération sans précédent par son ampleur. Les forces saoudiennes ont donné l'assaut. Il y a au total 12 morts au moins, 3 hommes du commando, 5 membres du personnel du consulat, dont aucun n'est de nationalité américaine, et 4 policiers saoudiens. Il faut savoir que les autorités sont en guerre contre les partisans d'Al-Qaïda, tenus pour responsables d'une vague d'attentats qui a fait une centaine de morts depuis 1 an et demi. Pour George Bush, cette attaque montre que les terroristes sont toujours actifs en Arabie Saoudite comme en Irak. C'est pourquoi les élections du mois de janvier en Irak sont très importantes, dit-il. L'Irak où nos confrères, Christian Chesneau et Georges Malbruno sont retenus en otage depuis 109 jours maintenant. Et puis en Ukraine, une table ronde réunit en ce moment les représentants du pouvoir et de l'opposition en présence de médiateurs étrangers. Il s'agit de se mettre d'accord sur les règles de la nouvelle élection prévue le 26 décembre et de reformer une commission électorale. À noter ces dernières déclarations de Vladimir Poutine à Moscou contre l'Occident. L'Occident, un donneur de leçons au casque colonial, ce sont ses termes, prêt à punir ses opposants avec des missiles et des bombes comme à Belgrade. Fin de citation. Vladimir Poutine qui a aussi indiqué que la Russie travaillera avec n'importe lequel des présidents élus en Ukraine. En France, c'est parti pour le ID-TGV, le premier de ces trains nouvelle formule à relier Paris à Marseille et à Toulon aujourd'hui. Il s'agit, vous le savez, de concurrencer les compagnies aériennes à bas coût, réservation uniquement par Internet, prix d'appel très bas, un baptême mouvementé. Elsa Pallo, Isabelle Stess. Vous me présentez votre place ? Une certitude, l'ID-TGV suscite les passions. La foule a envahi les quais pour ce premier trajet à 19 € entre Paris et Marseille. Le train est complet et les syndicats mobilisés retardent les opérations d'embarquement. Malgré ça, les voyageurs ne regrettent pas leur choix. C'est pas cher et puis on s'y retrouve tous. On a tous du mal, donc on profite tous de l'argent. Ah, moi j'ai vu 19 €, j'ai vu 19 €. C'est tout, hein. Le principe est simple, des billets à prix cassé sont en vente sur Internet et seulement Internet. Jusqu'au 15
15 décembre, 19 € donc pour ce trajet, mais ensuite mieux vaudra réserver très à l'avance pour bénéficier de tarifs intéressants. Cette politique agressive menée par une filiale privée de la SNCF est dénoncée par les syndicats. Ils craignent une privatisation et des suppressions de postes. Il y a 2000 emplois de guichetiers qui sont en danger en ce moment et la SNCF nous a annoncé leur suppression. Mais il y a des postes, y compris dans des postes de sécurité, qui sont supprimés. Et pour la SNCF, tout est bon pour attirer le client. À bord de cette tram IDTGV, des ambiances de voyage. Zen en bas, pas de portable et de la détente. En haut, zap, avec location de lecteurs de DVD. À la descente, les avis sont partagés. C'est des nouveaux services de proposer, on peut louer des DVD, on peut aller se faire des massages. C'est très bien. Il y a un salon de massage, mais bon, c'est pas... Voilà. Pour moi, rien de différent. En tout cas, pour le moment, l'IDTGV semble séduire. 20 000 billets ont déjà été vendus en moins d'un mois. La SNCF a déjà supprimé 1250 postes de guichetiers, soit quelques 10% des effectifs. Aujourd'hui, le train et l'avion se livrent une concurrence féroce sur un nombre toujours plus grand de destinations. Stéphane Despinois, Elsa Palot. Faire le voyage Paris-Marseille il y a 40 ans, c'était toute une aventure et les humoristes étaient les premiers à s'en moquer. On a fait le trajet Marseille-Paris, le 1er septembre on arrivait. Parti de là-bas en fin juin. À l'époque, le match se joue entre la voiture et le train. En 1950, il faut plus de 10 heures pour aller en train de Paris à Marseille. Lorsque le Mistral commence à souffler à 160 km/h, le temps de transport tombe à 6h40. En 1981, les TGV Orange bouleversent le paysage, mais il faut attendre 2001 pour le Big Bang. Paris-Marseille en 3 heures. Cette fois, la bagarre se joue avec l'avion. Les parts de marché se sont même inversées. Le train a raflé 62% du gâteau. Avec le TGV Internet, la SNCF propose le meilleur prix d'appel. 38 € l'aller-retour en seconde classe. EasyJet est à 50 €, au mieux Air France à 93 €. En plein tarif, l'écart se creuse. 141 € pour l'aller-retour en train, 436 chez Air France. Les compagnies aériennes estiment qu'il y a distorsion de concurrence car le train ne supporte pas autant de charges que l'aérien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un passager qui voyage avec EasyJet sur Marseille-Orly paye dans le prix de son billet plus de 26 € sur un billet qui coûte un peu plus de 50 €. Il paye plus de 26 € uniquement pour la taxe sûreté et la taxe d'aviation civile. EasyJet a décidé de jeter l'éponge. Elle cessera la desserte de Marseille fin mars, estimant ne pas avoir assez de créneaux horaires pour pouvoir lutter contre le TGV. Une chose est sûre, en raccourcissant les distances, le TGV n'a pas seulement modifié la carte de l'Hexagone, il a aussi damé le pion à tous ses concurrents. Économie encore, sachez d'abord, on vient de l'apprendre, que les députés ont renoncé à l'amendement sur le CV anonyme, on en avait beaucoup parlé, le gouvernement avait affiché son hostilité. Rappelons que la mesure avait été proposée par l'ancien PDG d'AXA, Claude Bébéard, mais il souhaitait que les entreprises soient volontaires. L'exil symbolique d'1 millier de médecins spécialistes à Barcelone, ils protestent contre le blocage de leurs honoraires, qui n'auraient pas été revalorisés depuis 10 ans alors que les techniques et les assurances coûtent de plus en plus cher. Ils passeront 3 jours là-bas, le temps d'un congrès. Le syndicat qui organise cette action revendique quelques 10% d'adhérents parmi les 53 000 médecins spécialistes. Mais les anesthésistes notamment sont très représentés. Et puis en toile de fond de ce mouvement, il faut aussi savoir qu'il y a des négociations en ce moment avec la Caisse nationale d'assurance maladie précisément sur ces honoraires. L'ouverture de la campagne des Restos du Cœur, 20e du nom, et comme chaque année, les bénévoles s'attendent à accueillir de plus en plus de monde, notamment des jeunes et aussi des mères seules avec des enfants. Les difficultés économiques n'expliquent pas tout, l'isolement est souvent synonyme de pauvreté. Yann Jiquel, Vincent Ferreira. En France, les Restos du Cœur, c'est 650 000 repas par jour. À Reims, pendant 16 semaines, Jean-Michel va transporter 5500 repas quotidiennement et approvisionner 3 centres de distribution. Ici, comme dans les 1900 centres répartis sur la France, ce qui ne devait être qu'une opération de dépannage s'est en fait installé dans la durée. En 20 ans, une nouvelle pauvreté est née. On a de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans qui n'entrent pas dans le cadre du RMI. Et on a également beaucoup de familles monoparentales, essentiellement des mamans, évidemment. Nos 20 ans d'existence, on n'a vraiment pas envie de les fêter. Pour pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire, les conditions sont très strictes. Mais quelles que soient les raisons qui poussent les gens à venir ici, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Aujourd'hui, en France, on peut travailler et être pauvre. Mon salaire net, 750 €. Mais bon, quand je paye tout, ça coûte 500 un peu passé.
Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Heureusement qu'il y a le resto handicap. Les bénéficiaires des restos ont changé et Coluche serait sans doute très surpris de voir arriver aujourd'hui ceux qui sont nés il y a tout juste 20 ans. Un lycée en ébullition à Rodez dans l'Aveyron. Les baisers sont interdits dans la cour ou dans les couloirs du lycée Foch, ou plus exactement ce que la direction appelle les comportements indécents. Un nouveau règlement intérieur vient d'être annoncé dans un souci de bonne tenue des élèves. Les réactions, vous allez l'entendre, sont contrastées. Anouk Burel, David Bress sur place. Un baiser est la meilleure façon de se taire, disait Maupassant. Eux n'arrêtent pas de parler depuis que les pelles, les galoches, les patins sont interdits de séjour au lycée. Quand on est en cours, on travaille. Ouais. On travaille, voilà, on est dans notre cours et tout, mais dans le couloir, en récré et tout, on a envie d'être en amis, de s'embrasser, voilà, c'est tout. Hein. Pourquoi ils nous embêtent tout le temps, quoi. C'est un peu débile et on brave les jeunes, il faut bien que les jeunes aient des enfants plus tard, il faut bien qu'ils se rendent compte de ce que c'est la vie. Vous avez l'impression que c'est le retour à l'ordre moral? Ah oui, quand même. Moi je suis même pas en 2004, dans ce cas-là on est en 1970. 1970, c'est plus exactement dans les années 60 que l'on ne se posait pas encore ce genre de questions. J'ai passé le bac en 64, donc à l'époque c'était pas de mixité, c'était donc avant 68. Beaucoup de choses ont été modifiées. Moi, je me souviens à l'époque, même que j'étais dans un lycée de filles, on n'avait qu'un seul sujet d'intérêt, c'était les garçons, quoi. 40 ans plus tard, proviseurs et enseignants invoquent aujourd'hui un peu de tenue dans les couloirs. S'embrasser longuement dans un couloir au vu aussi de tout le monde. Ça, c'est pas correct. Un peu de discrétion, un peu de pudeur, ça s'apprend. L'attitude provocatrice, les comportements provocateurs, qu'ils dénoncent d'ailleurs eux-mêmes, hein, pour la plupart, ne sont pas de mise. C'est aussi simple que ça. C'est apprendre à être ensemble. Cela dit, le règlement ne prévoit aucune sanction pour les amoureux qui se bécotent à l'école publique. L'ouverture aujourd'hui de la maison de Solène à Paris, une maison pour les adolescents, des petits bobos aux grandes souffrances. Elle est ouverte à toutes et à tous et dans une totale confidentialité pour ceux qui le souhaitent. Il existe déjà quelques établissements de ce type dans les régions, mais Paris n'en était pas pourvu. L'établissement financé par la Fondation de Paris Hôpitaux de France et l'Assistance publique avait été inauguré par Bernadette Chirac il y a une dizaine de jours, on l'a aperçu. Et ce matin, c'était donc l'ouverture au public. L'adolescence, c'est l'âge des fièvres, des passions et aussi souvent des problèmes, parfois difficiles à appréhender pour les parents. Exemple, la phobie scolaire. Ces jeunes qui n'arrivent plus à aller à l'école, vous allez le découvrir. Autrefois, on prenait ça pour de la paresse. Aujourd'hui, les spécialistes estiment qu'il s'agit parfois d'une vraie maladie. Dossier signé Anne Guéry, Valérie Lucas. Allez, tu te lèves? Bah s'il faut. Pourquoi tu veux pas te lever? Depuis 5 jours, c'est la croix et la bannière tous les matins. Thomas, 13 ans et demi, refuse de se lever. Il ne veut plus aller au collège. Allez, tu te lèves mon cœur? Hein? Tu veux venir prendre ton déjeuner? Bah si, il faut, hein. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Lâche-moi. Je t'attends à la cuisine. Sa mère a d'abord cru à un caprice. Elle a tout essayé. La persuasion, et puis la force, les punitions. Rien n'y a fait. La crise paralyse toute la famille. Le grand frère fait une tentative. Allez, lève-toi. Mais lève-toi, putain, mais va te faire enculer. Allez, lève-toi. Ce jour-là, même avec le médecin qui le suit, Thomas n'est pas plus bavard. Fermé, révolté contre la machine scolaire, 1 an que ça dure, 1 an qu'il en souffre. Tu as plus envie d'aller au collège. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu n'as plus envie d'aller au collège? Ils sont cons du cours. Il y a déjà 2 professeurs qui n'en veulent plus. Oui. Quand on m'a dit qu'il y a beaucoup d'agressivité, même à la limite de taper sur le professeur, j'ai dit bon, c'est pas possible. C'est allé jusque-là? Oui. Cet adolescent est très en colère après les adultes et que de ce fait, il ne fait plus confiance à personne et il va vivre l'école comme un lieu de souffrance permanente. Et petit à petit, il va avoir tendance à penser qu'on lui en veut, qu'on se moque de lui, à déployer une attitude un peu persécutée qui va le conduire à des comportements agressifs à l'égard des enseignants. Les premières difficultés, Thomas les a connues en primaire. Elles ont été mal repérées, mal gérées et à l'entrée au collège, le fossé s'est creusé. Ici, on va prendre le temps de comprendre ce qui bloque.
120 adolescents transitent chaque année dans ce centre d'accueil, moyenne d'âge 12-15 ans. Ils sont scolarisés, mais en passe de décrocher. Ici, on leur propose des ateliers 2 fois par semaine pour apprendre à ne plus souffrir d'être trop timide, inhibé ou explosif. L'école, déjà, je boude, comme on dit, et puis je me mets dans un coin et je m'énerve moi-même, je me tape dessus. Et tu fais plus rien? Non, je fais plus rien, j'attends que quelqu'un vienne me calmer. J'ai eu des problèmes relationnels avec d'autres enfants. Je me faisais souvent taper et souvent insulter par mon physique. C'est souvent autour d'un jeu que chaque enfant revit ce qui le paralyse et qu'il tente de corriger le tir. Faut pas se prendre la tête. L'avantage dans la vie, des fois, tu as des décisions que tu prends et que tu bloques comme ça parce que les choix sont difficiles. C'est un jeu, tu essaies, ça marchera ou ça marchera pas. Mais là, il n'y a pas de danger. Allez. Le calvaire de Sophie. Prendre une décision même pour placer un pion sur un jeu de société. C'est qu'un jeu, tu sais, c'est pas grave. Alors moi, je te dis, chacun donne son conseil. On te laisse des choix. Moi, je dis, il faut ici. Qu'est-ce que tu dirais, Vincent? Dans chaque jeu, il y a des lois, il y a des limites, il y a des règles. Et puis, par l'intermédiaire du jeu, on peut aborder ces thèmes-là. La confiance, la confiance en soi, la confiance à l'autre, parce que le jeu, il y a la tricherie aussi, il y a toutes ces choses-là. 90% des enfants qui fréquentent ce centre parviennent à se débarrasser de ces sinistres troubles qui leur empoisonnent la vie. Un procès douloureux va s'ouvrir demain à Nantes, celui des agresseurs d'un vigile de supermarché grièvement brûlé par une bande armée de cocktails Molotov et de barres de fer. C'était il y a près de 3 ans. Un père de famille de 2 enfants, il a été défiguré et reste handicapé à vie. Jacques Deveau, Michel Hiver. Thierry Toméré est un miraculé. Le cocktail Molotov l'a brûlé au 3e degré sur la moitié du corps. Il a subi 7 mois d'hospitalisation, dont 2 plongées dans le coma pour l'empêcher de souffrir. Il a perdu son visage et l'usage des mains. Aujourd'hui, c'est peut-être dur, mais elle va être bizarre qu'on regarde, qu'on ne sait pas comment regarder. Si on doit la regarder avec pitié, ou si on la regarde, est-ce qu'on lui fait un sourire, est-ce qu'on ne fait pas un sourire, ou on baisse la tête, on ne la regarde pas. Thierry Toméré était agent de sécurité d'un hypermarché de la banlieue nantaise. Le 18 mars 2002, à l'heure de la fermeture, une bande vient régler ses comptes avec les vigiles de l'établissement. Un déchaînement de violence, Thierry Toméré est frappé à terre, puis le groupe jette un cocktail Molotov qui le transforme en torche vivante. Il y a plein de questions que je souhaite qu'ils vont répondre. Pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça à moi? Ou on peut dire pourquoi un être humain? C'est tombé sur moi, ça aurait pu être sur un de mes collègues. Personne ne pouvait imaginer ça, que ça aurait pu arriver à un être humain, quoi. 11 jeunes, dont un mineur, seront jugés par la cour d'assises de Nantes. Mais l'enquête n'a pas permis de déterminer qui a lancé le cocktail Molotov qui a touché Thierry Toméré. Pourquoi on est arrivé à une telle violence? Et surtout, mettre un nom, un visage sur celui qui lui a jeté le cocktail Molotov, qui l'a mis dans cet état. 2 ans et demi après les faits, Thierry Toméré dit ne pas avoir de haine. Il veut seulement comprendre pourquoi des êtres humains sont capables d'une telle violence. L'environnement et l'ouverture aujourd'hui de la conférence des Nations Unies sur le climat à Buenos Aires, en Argentine. Au centre des discussions, les accords de Kyoto qui visent, vous le savez, à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, soupçonnées d'être en partie responsables du réchauffement de la planète. Regardez ce chiffre, les émissions qui résultent de l'activité industrielle ou des transports ont encore augmenté de 16% depuis 1990. Alors depuis que les accords ont été signés par la Russie il y a quelques semaines, ils peuvent maintenant entrer en vigueur, mais on est au tout début du processus qui fait surtout appel pour l'instant, il faut bien le dire, à la bonne volonté. Parmi les rares pays qui montrent l'exemple, l'Allemagne. Reportage, correspondance, Jérôme Bonny, Marine Vincent. L'Allemagne industrielle émet 2 fois plus de gaz carbonique que la France. Elle aggrave donc l'effet de serre. Près de la moitié de l'énergie électrique est encore produite par des centrales thermiques au charbon. Quant au nucléaire, il est ici condamné à terme. La dernière centrale atomique sera fermée en 2020. Pour ne pas rester le premier pollueur d'Europe,
L'Allemagne joue la carte des énergies renouvelables, le vent par exemple. Tous les paysages sont hérissés de ces immenses éoliennes qui produisent 5% de l'énergie électrique. Mais le territoire allemand est maintenant saturé. Les nouvelles éoliennes doivent être construites en mer, elles seront plus efficaces, mais aussi plus coûteuses. Autre énergie propre, le solaire. Les Berlinois peuvent admirer le chantier de leur plus grande gare, dont le toit, équipé de capteurs transparents, fournira 1% de l'énergie électrique nécessaire. C'est pour l'avenir. On n'arrivera pas à s'en sortir sans ces énergies-là. Depuis août dernier, près de Leipzig, ces panneaux solaires couvrent les besoins en électricité de 1800 foyers. Le projet du gouvernement allemand est ambitieux. La production électrique par énergie renouvelable doit passer de 10% aujourd'hui à 20% en 2020. Autant la France que l'Allemagne ont encore du chemin à faire dans l'utilisation de ces énergies. Mais vous pensez que l'Allemagne va plus vite? Oui, l'Allemagne va à peu près 10 fois plus vite que la France dans ce domaine. Les Allemands consomment beaucoup d'électricité, surtout en ce moment, mais en tant que signataires du protocole de Kyoto, ils sont particulièrement préoccupés par l'avenir de la planète. Et à propos d'environnement et aussi de réchauffement, on parle souvent de la disparition des espèces animales. Eh bien, il y a aussi les bonnes nouvelles. La loutre, par exemple, la loutre d'Europe avait presque disparu. Aujourd'hui, des programmes de réintroduction sont en cours avec un certain succès. Frédéric Monteil, Lionel Feuerstein. La loutre, une championne de natation. 15 km/h sous l'eau, 2 fois plus rapide qu'un médaillé olympique. Une athlète située entre le ragondin et la belette. 10 kilos de muscles et d'astuces qui ont bien failli disparaître de France. Dans la nature, elle ne se déplace que la nuit, mais une fois apprivoisée, tout devient possible. Il n'y a qu'à la voir. Bon, celle-ci a été élevée au biberon, mais quand on l'a à côté de soi, c'est un animal qui est admirable. Et ça joue tout le temps, tout le temps. C'est très curieux et puis ça joue tout le temps. Ça a des petites dents bien acérées, mais non, c'est sympathique. Et pourtant, depuis le Moyen-Âge, les hommes veulent sa peau. Comme le loup, elle est impitoyablement chassée. Des pièges comme celui-ci ont tué jusqu'à 4000 loutres par an. Dans les années 40 et 50, sa fourrure se négocie à prix d'or. 1 mois de salaire d'ouvrier pour une seule peau. La pollution et l'assèchement des zones humides achèvent le déclin de l'espèce. Environ 50 000 en 1930, plus que 1500 en 2004. Alors, dans ce centre unique en France, 2 hommes se battent pour la sauver. Ils ont même créé un Spoutnik, un satellite en bois, ambiance disco pour Fréja la Danoise, accro à la radio locale. Alors en fait, on rajoute un petit peu de musique pour camoufler en fait un maximum de bruit. Puisqu'en règle générale, les femelles sont très protectrices envers leurs petits et donc très farouches par la force des choses. À l'intérieur, bercé par la musique, Fréja et ses 3 loutrons. Une nurserie invisible à l'état sauvage. Le centre a déjà relâché 6 loutres, mais le programme de réintroduction est aujourd'hui bloqué. Trop cher, trop incertain, la loutre française lance donc son petit cri d'alarme. Le salon nautique, à côté des voiliers et des yachts luxueux, un marché en pleine croissance, celui des bateaux pneumatiques. Les numéro 1 mondial et français depuis un demi-siècle. Tout le monde connaît cette marque, Zodiac, qui présente ses nouveaux modèles. La saga Zodiac, Julien Beaumont, Emmanuel Morel. C'est le bateau de l'extrême. 90 km/h, 300 chevaux, 150 000 €. Le dernier né de Zodiac, l'inventeur du pneumatique. 70 ans après sa création, le concept n'a pas changé. Un long boudin relié par une planche en bois. Difficile de faire plus simple, plus efficace aussi. Venant de Gibraltar, le docteur Bombard... Alain Bombard en sait quelque chose. Il y a presque 50 ans, il traversait l'Atlantique à bord d'un Zodiac, sans eau ni vivre. Autre utilisateur, le commandant Cousteau. Une notoriété bienvenue pour la marque française, car peu de marins croyaient en cette drôle d'embarcation. Il y a des gens qui ont pensé que faire un bateau avec un peu de tissu, c'était quand même quelque chose qui était impossible. Il s'est avéré très vite que les caractéristiques de flottabilité qu'on obtenait, les caractéristiques de stabilité, donnaient des résultats qu'aucun autre bateau n'était capable, je dirais, d'offrir.
Et tout cela grâce à cette toile en PVC. Nous sommes à Toulouse, dans la première usine mondiale de fabrication de pneumatiques. Zodiac, c'est 50 000 bateaux vendus par an, pas question de traîner. Par jour, il faut en sortir 70. Fini l'artisanat des premiers jours, place à la haute technologie. Les bateaux évoluent en eau de mer, un milieu corrosif. Une fois dégonflé, ce Zodiac pour 5 personnes tient dans un carton, poids moins de 10 kg. Militaire, sauveteur en mer, le Zodiac est devenu acteur de l'actualité, comme ici avec Greenpeace. Des professionnels qui utilisent ces embarcations sur toutes les mers, tous les fronts. À tel point qu'aujourd'hui, Zodiac est dans le dictionnaire. C'est même devenu un nom générique comme Frigidaire ou Solex, et pourtant il existe des centaines de concurrents. La fête de la Saint-Nicolas aujourd'hui, dans de nombreuses régions de France, surtout dans le nord, ce jour est aussi important que Noël. L'image ici de Merville, près de Dunkerque. Comme le Père Noël, Saint-Nicolas dépose des cadeaux dans chaque maison pour les enfants et il est accompagné du fameux Père Fouettard pour punir les moins sages. Et dans les Hautes, peut-être, les derniers nés des jouets. Voici les tendances de ce Noël 2004. Toujours plus d'électronique et les classiques revisités. Evelyne Goldman, Daniel Lévy. Allez champion. Allez, avec les mains, oui. Le voilà le champion. Le fiston se prend pour un expert en sport de combat. Il cogne, il encaisse également et tout ça sans une égratignure. Ce sont les mouvements de son corps qui font bouger le personnage grâce à des capteurs posés sur lui. Bah c'est bien, parce qu'on se croit dans le jeu. Ça fait du sport un petit peu, il va évacuer un petit peu tout le stress à la maison, c'est pas mal. L'univers vidéo envahit celui des jouets. Résultat, la concurrence s'adapte. Lego, vieille maison septuagénaire, mise sur des robots et des chevaliers tirés de fiction vidéo. Quant à Barbie, elle s'encanaille. Elle existe désormais en roqueuse ou alors équipée d'un portable avec lequel elle envoie des textos. J'aime toutes les Barbies. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société audiovisuelle et tout ce qui est interactivité audiovisuelle, c'est vraiment le grand phénomène et c'est ça qui intéresse et qui fascine les gens. Et il n'y a pas d'âge pour être fasciné. Mathilde, 3 ans, a déjà tout compris de l'interactivité. Sur le bout de rose et puis voilà. Actuellement en tête des ventes, ce jeu éducatif qui permet d'apprendre les lettres et les couleurs a un double mérite. Il rassure ceux qui paient et amuse ceux qui font la loi en cette période de Noël. Le coup de colère d'une star française, une star de la natation, Laure Manodou, héroïne des derniers Jeux Olympiques, renonce au championnat d'Europe. Elle menace de ne plus jamais nager pour la France. Elle estime avoir été dénigrée par sa fédération. Nathanaël de Rinxin, Julien Benedetto. Sans un sourire, sans un regard, ce week-end, Laure Manodou avait perdu sa mine olympique. La faute à ce record du monde du 1500 mètres battu le 20 novembre dernier. Dans une interview, il y a 8 jours, le directeur technique national parle de la valeur de ce record. Laure Manodou était seule dans le bassin. Elle a nagé sans repère, mais aussi sans turbulence, précise-t-il. Un constat perçu comme une agression par la nageuse. C'est vrai que ça m'a un peu cassé. Pour l'instant, j'irai pas en équipe de France et on verra quand est-ce que j'aurai envie d'y retourner. D'un autre côté, j'ai quand même 50% hollandais, donc je peux toujours les faire chier. Laure Manodou menace de changer de nationalité. Une déclaration dont on peut se demander si la jeune championne mesure les conséquences. D'ailleurs, à la fédération, on comprend mal la motivation des Manodou. Je respecte trop ce qu'ils font pour accepter d'être traités comme ça. Enfin, je ne comprends pas ces réactions. Le temps presse, les championnats d'Europe débutent jeudi. Aujourd'hui, la fédération a proposé un rendez-vous à la nageuse et son entraîneur. Ils ont refusé. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un manque de respect sur un athlète, quel qu'il soit, et aller défendre les couleurs de la France et faire le bonheur d'un ETN qu'on ramène des médailles ou des titres, ou je ne sais pas. C'est pas possible. Vous savez, à un moment, quand il y a rupture, il y a rupture. Aujourd'hui, il y a rupture. Ce soir, Laure Manodou est opposée à sa fédération au point de ne plus pouvoir représenter son pays en compétition. Une décision incroyable quand on repense à ce qu'elle a vécu il y a seulement quelques mois à Athènes. Et à ces médailles, et notamment cette médaille d'or. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est un plongeon. Mais là, on a quitté la piscine. Il ne s'agit pas d'un nageur, mais d'un footballeur, d'un arbitre plutôt, Claude Colombo. Après cette glissade à la fin de la première mi-temps, c'était lors de la rencontre Strasbourg-Sochaux.
Il s'est relevé sans problème. La disparition, on l'a appris en fin d'après-midi, de Raymond Goethals. La France avait obtenu sa première Coupe d'Europe de football grâce à lui. Cet ancien joueur belge a été l'entraîneur de l'Olympique de Marseille en 1993. Raymond Goethals dit Raymond la science avec 83 ans. De la danse pour terminer, de la danse classique avec La Belle au bois dormant à l'Opéra Bastille à Paris, une reprise de la chorégraphie de l'étoile Rudolf Nureyev. Abdel Mostefa, Laurent Siron. Ce soir, La Belle au bois dormant, c'est elle. Tout à l'heure, la fée Carabosse la maudira. Tout à l'heure, la princesse Aurore s'évanouira. Tout à l'heure, son prince charmant accourra. Smack. Mais pour l'instant, à quelques minutes du lever de rideau, la jeune étoile est dans ses petits souliers, toute concentrée sur ce morceau de bravoure qu'elle redoute tant. C'est l'adage à la rose avec les 4 princes. Et en fait, on est encore dans... On a le trac au niveau des jambes, tout ça, on est encore un peu fébrile, le cœur qui bat fort et il y a beaucoup d'équilibre à tenir. Quelques tours en attendant le sien. Ces deux-là ne seront princes et princesses que la semaine suivante. Car il y a en fait 6 danseurs et 7 danseurs différents pour les 2 rôles principaux. Ça fait beaucoup d'étoiles certes, mais reconnaissons que le spectacle est joué plus d'1 mois et que dans la galaxie des ballets classiques, La Belle au bois dormant, chorégraphiée par Nureyev, c'est plutôt exigeant. Ça permet de garder, si vous voulez, une compagnie de haut niveau à un très haut niveau, si je peux dire, parce que ça demande énormément de technique et de motivation et de talent artistique. Cependant, face au public, dans les fastes de la cour royale, on gommera la technique. Les pointes ne feront pas mal. Le corps de ballet vous offrira ses plus beaux sourires. Quant au prince Désiré et à la princesse Aurore, ils danseront heureux et à l'approche des fêtes, ils feront beaucoup d'enfants et de parents comblés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h55, un téléfilm, L'homme qui venait d'ailleurs, un médecin martiniquais en France, en métropole. 22h40, mots croisés, existe-t-il un racisme anti-vieux? Ce sera le 2e débat animé par Arlette Chabot. Minuit et demi, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra François Fillon. Et on se quitte sur ces images du testament de Napoléon. Il s'agit d'un brouillon dicté et corrigé de la main de l'empereur. Ces dernières dispositions financières et politiques, le manuscrit sera vendu aux enchères demain à Paris, mise à prix 50 000 €. À demain.